Elle m'a dit, le mieux c'est s'enfuir à travers les montagnes le week-end, parce que c'est des soldats pas expérimentés, les gardes-frontières qui sont là le week-end. Donc on a acheté avec mon père des chaussettes montantes, des shorts, et on s'est mis en route à Planissa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur En tête à tête, le podcast Voix nomade créé par Mehdi et Fanny, qui explore l'autre versant de la montagne. Pourquoi parler de montagne se résumerait-il aux performances, aux sommets ou aux records ? En tête à tête explore l'autre versant, celui des chemins humains. Des conversations avec celles et ceux qui vivent la montagne autrement, des guides, des artistes, des alpinistes, des habitants, pour parler de liberté, de doute, de lien au territoire et au vivant. Des histoires vraies, parfois rugueuses, souvent lumineuses, pour raconter la montagne autrement. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jacques Olek sur cet épisode d'En tête à tête, enregistré chez lui, à Montréal, au Québec. Jacques fait partie de ces personnes pour qui il suffit de poser une question pour ouvrir la porte à des heures de récits passionnants. On vous prévient, pendant cet enregistrement, nous avons nous aussi assisté à un podcast. Pour vous en dire un peu plus sur l'histoire incroyable de Jacques, c'est un homme qui a fui la Pologne à pied, à travers les montagnes, avant de trouver refuge en Europe puis au Canada. Il a marqué l'histoire de l'alpinisme québécois avec ses ascensions hivernales, mais surtout, toute une génération d'alpinistes à qui il a tendu la main. Jacques est de ceux qui pensent qu'une petite action peut changer une vie, et il ne manquera pas d'exemples à la fin de cet épisode pour illustrer son propos. Alors restez bien jusqu'au bout pour ne rien rater de ces 80 ans de vie faite de courage, de rêves et de transmission. N'hésitez pas à partager cet épisode sur Instagram en nous taguant @voixnomade. Ça nous fait toujours super plaisir de voir que ces histoires résonnent au-delà de nous. Allez, on vous laisse en tête à tête avec Jacques Olek. Alors, bonjour Jacques, et déjà merci de nous accueillir chez vous, c'est vraiment apprécié. Pour comprendre un petit peu mieux votre parcours, est-ce que vous pourriez commencer par me raconter votre enfance, où est-ce que vous êtes né et qu'est-ce qui vous a amené au Canada ? Alors moi je suis né à Grenoble le 17 septembre 1944 et en 1950, ma mère qui était communiste a décidé de retourner en Pologne pour bâtir le pays où il y avait un renouveau. Mais mon père était opposé, de sorte que même il a failli rater le train. Pour la Pologne ? Pour la Pologne. Donc on est arrivé en 1950. Varsovie était encore portait des séquelles de la Deuxième Guerre mondiale. On a été installé dans un hôtel en attendant un appartement qui nous a été octroyé dans le quartier très agréable de Varsovie, le vieux quartier. C'est sûr que la transition a fait de sorte que j'avais de la difficulté à apprendre le polonais. Donc ça a pris 1 an et demi pour que je puisse vraiment rejoindre les autres enfants de mon âge. Après avoir terminé l'école primaire et secondaire, je me suis inscrit dans un cours de langue étrangère pour éviter l'armée, parce que c'était l'âge où on convoquait des gens comme moi, pouvaient atterrir dans l'armée. Et une fois qu'on était à l'armée, on ne pouvait plus sortir du pays. Et en même temps, j'étais inscrit dans un des meilleurs clubs d'athlétisme en Pologne. Et en 1967, on avait une compétition avec l'équipe de Dózsa Budapest en Hongrie. Et là, j'ai perdu ma course de 400 mètres avec un Hongrois qui s'appelait Istocki. Alors lui, il m'a beaucoup aidé parce que il m'a dit « Écoute Jacques, si tu veux t'enfuir, c'est maintenant. Tu peux quitter l'équipe, tu embarques sur le train et tu pars pour la Bulgarie. » Arrivé à Sofia, je pris un train pour Belgrade et de là, je suis allé en Slovénie, à la frontière avec l'Autriche. Et en Slovénie, d'abord, je me suis inscrit dans un club d'étudiants qui faisaient des randonnées. Et on m'a donné un petit document qui était l'attestation que j'avais droit à des escomptes dans les maisons de tourisme d'étudiants.
Et là, j'ai rencontré une jeune étudiante qui m'a invité à la campagne. Et à la campagne, elle m'a dit, tu sais, mon frère, il s'est enfui en Autriche par la montagne qui s'appelle Planica pod Goricą de Ljubljana. Ljubljana, c'est la capitale de la Slovénie. Elle m'a dit, le mieux, c'est s'enfuir à travers les montagnes le week-end, parce que c'est des soldats pas expérimentés, les gardes-frontières, qui sont là le week-end. Donc, on a acheté avec mon père des chaussettes montantes, des shorts, et on s'est mis en route à Planica. C'est une montagne environ de 2000 mètres d'altitude, donc c'est pas difficile, c'est simplement plusieurs kilomètres. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru depuis les sommets. Les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que de voir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra, parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Le prophète Khalil Gibran. Depuis le départ de ma mère en 1956, mon père, il pestait toujours contre le régime et il rêvait de s'enfuir. Donc, au bout de tant d'années d'espérance, finalement, on était devant une pierre où d'un côté c'était marqué Yougoslavia et de l'autre côté Autriche. Mon cœur battait en chamade, j'étais très excité et de là on est allé à Klagenfurt et Vienne. À Vienne, ma mère m'a donné l'adresse d'une amie d'école et arrivé chez cette femme, elle m'a demandé « Tu viens de la part de qui ?» Alors moi j'ai dit « Je viens de la part de Anna Spiro, ma mère. » Et tu t'appelles comment ? Mustafa Oleg. Parce que pour compliquer tout, quand je suis né, mon père a vu un film italien dans lequel il y avait un petit garçon qui s'appelait Mustafa. Et ma mère, qui était plutôt libérale, a dit « Tant pis, laissons... » Le petit s'appelait Mustafa. Ça m'a causé quelques problèmes dans la vie plus tard. De sorte qu'aujourd'hui, officiellement, j'ai fait changer mon prénom à Jacques depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc, cette amie à ma mère, quand elle a vu que je m'appelle Mustafa Oleg, elle m'a jeté dehors. Donc, je suis retourné voir mon père et on a pris le train et on est allé par train à Forbach, à la frontière franco-allemande. Et à Forbach, c'était la zone américaine. Quelqu'un nous a dit, pour aller en France, c'est très facile parce qu'il y a beaucoup de travailleurs allemands ou français qui travaillent d'un ou de l'autre côté. Il suffit de prendre un taxi. On a pris un taxi, mais on a été arrêté à la frontière parce qu'ils ont quand même la mémoire des visages des gens qui traversent. Et on a été retournés. Ils nous ont renvoyés à Zindorf, un camp pour des réfugiés près de Nuremberg, en Allemagne. Dans le camp des réfugiés, on a découvert que j'avais des taches sur des poumons et on supposait des séquelles d'une tuberculose. Alors on m'a envoyé dans un sanatorium où le directeur, c'était un directeur quelqu'un qui s'est enfui de l'Allemagne démocratique, était très gentil. Il m'a expliqué qu'il va me garder 6 mois, même si j'ai rien de grave. Comme ça, je vais apprendre l'allemand et je pourrai après trouver du travail. Donc, la seule chose que je faisais, j'allais dans les bois avec des bouquins allemands d'apprentissage et j'apprenais l'allemand. Et je jouais aux cartes avec les Allemands aussi. Donc très vite, j'ai appris l'allemand à tel point que jusqu'à aujourd'hui,
je parle pas mal allemand encore. Ma mère, pendant ce temps-là, était à Francfort. À un moment donné, elle a dit « Viens à Francfort, tu vas trouver du travail. » À Francfort, je suis allé voir la compagnie Siemens. Ils étaient en train de construire le métro et ils m'ont engagé. Donc, j'ai travaillé pendant quelques mois chez Siemens et pendant ce temps-là, j'ai fait une demande d'émigration au Canada. Pourquoi le Canada? Parce que moi, c'était le Québec. Parce que le fait que j'ai vécu en France 5 ans, j'avais gardé des notions du français. Donc, c'était assez compréhensible que j'allais vite retrouver mes repères. Donc, arrivé ici, je suis allé à un organisme juif qui aide les émigrants. Et à Chias, de nouveau, ils m'ont demandé mon prénom, mon nom. Et quand ils ont vu que je m'appelle Mustapha, ils n'ont rien voulu savoir. Donc, de nouveau, je voyais que c'est pas quelque chose qui peut m'aider dans la vie. Après ça, je me suis inscrit dans une langue. En fait, il y avait un cursus pour les immigrants pour qu'ils apprennent l'anglais. Et là, dans les cours, il y avait ma présente femme, donc je suis tombé amoureux de première vue. En 1973, je suis allé en expédition avec des Québécois pour faire la première ascension québécoise du mont Logan, qui est dans l'ouest canadien, à presque 6000 mètres. C'était cette première expérience qui m'a introduit à l'alpinisme, le mont Logan. C'est pas la montagne la plus facile pourtant. Non, techniquement c'est facile. C'est juste la question d'altitude. Et un an plus tard, on a fait la traversée des terres de Baffin et je commençais à avoir vraiment l'attrait pour des premières, quelque chose d'inédit. Et le vrai changement dans ma vie, c'était Andrzej Zawada, un Polonais qui était le chef d'expédition polonaise qui a fait la première ascension de l'Everest en 1980. En fait, moi, je l'ai invité ici pour qu'il donne une conférence. Et les mesures de guerre, entre-temps, ont eu lieu. Donc, au lieu de rester 2 semaines, il est resté chez moi 3 mois. Donc, on s'est très bien entendu, on s'est très bien connus. Et Andrzej m'a dit, Jacques, ce que je propose, qu'on démarre une collaboration canadienne-polonaise pour les expéditions hivernales. Et après l'Everest, mon but, c'est K2 en hiver. Mais avant ça, il a dit, pour tester un peu notre collaboration, on va essayer l'hivernal, un sommet népalais dans la chaîne himalayenne à 8156 mètres. Donc, moi, je me suis beaucoup impliqué dans l'organisation. Je n'avais pas assez d'expérience pour être l'équipe de pointe. Donc, je fais une partie d'ascension pour installer des camps, parce que c'est toujours la technique, on installe des camps à différents niveaux pour progresser jusqu'au sommet. En 1984, il m'a proposé de faire la première exploration du K2 en hiver. La première exploration, il s'agit d'approcher la montagne le plus près pour voir si c'est possible, si les conditions sont réunies pour organiser une hivernale. Donc, on a fait ça, on était seulement tous les deux. On a engagé 4 porteurs qui, au bout d'un certain moment, se sont enfuis quand il y avait une avalanche. Et donc, on est resté tout seul. La conclusion, c'était que, oui, on allait faire une demande auprès du gouvernement pakistanais pour obtenir un permis hivernal du K2. Le permis, avec beaucoup de difficultés, parce que c'était une montagne très prestigieuse et symbolique pour le Pakistan, on l'a obtenu en 1987. En 1987, on était 6 Québécois et une douzaine de Polonais. Et il n'y avait aucune aide extérieure. Au bout de 3 mois de tentatives, avec des températures à moins 40, avec des vents violents, on a atteint 7400 mètres.
Ça veut dire qu'il y avait 2 personnes qui ont atteint cette altitude. Krzysztof Wielicki, qui a fait l'Everest en hiver, et Jean-François Gagnon, un Québécois de Montréal. On a recommencé l'expérience, cette fois-ci du côté chinois, en l'an 2000, et de nouveau, c'était l'échec. On a atteint 7500 mètres. En 2003, une autre tentative, et c'était de nouveau un échec. Et après ça, en 2007, moi j'ai réuni une groupe de 8 personnes et j'ai organisé un trek au K2. Et c'était la dernière fois où j'étais là. Donc, en gros, c'est ça mon parcours. Et donc, vous, ce que vous préfériez dans l'alpinisme, c'était les hivernales, c'est bien ça? Parce qu'il y a toujours ce côté inédit, ce côté plus difficile, où les gens se dévoilent à leur meilleur. On m'a dit que la vie était plus belle en bas, qu'il n'y avait là-haut que de l'inutile, que mon avenir se trouvait près des villes, et que grimper, sans but, c'était trop plat. Mais ici-bas, je n'ai vu que vacarme et poussière, que des âmes pressées, des regards sans lumière. Je n'y ai pas trouvé la clarté des lacs, ni la vérité d'une marche sous les séracs. Là-haut, les nuages se couchent à mes pieds, pour me laisser voir le soleil se lever. Et dans ce silence que le monde oublie, je crois bien avoir trouvé ma vie. Bruno Charbonnel. Quand j'ai lu un petit peu des articles, etc., des personnes qui ont parlé de vous, récemment, en fait, il y a Louis Rousseau, je pense que vous le connaissez. Oui. C'est un alpiniste québécois qui a fait de nombreuses expéditions aussi, et notamment dans les Andes, dans l'Himalaya, etc. Et en fait, il parlait de vous comme d'un humaniste de la montagne, et quelqu'un qui voyage non pas pour vaincre des sommets, mais afin de laisser son cœur être conquis par les gens qu'il rencontre. Oui. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description qu'il a C'est faite? vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'être en expédition avec d'autres personnes? À l'intérieur de l'équipe, il y a toujours quelques personnes avec qui les échanges sont plus intenses. C'est sûr que à travers ces rencontres, il y a toujours des gens dont on suis plus proche ou plus loin, où on lie des complicités. Par exemple, je suis très proche de Wielicki, ce Polonais qui a fait l'Everest en hiver. Aujourd'hui, c'est une génération qui vieillit. On a tous entre 70 à 80 ans. Et la beauté, c'est qu'on garde des contacts. Quand vous parliez justement de génération, je sais que vous, dans cette période, enfin un petit peu avant, vous avez beaucoup accompagné des jeunes grimpeurs, ou de la nouvelle génération d'alpinistes. Vous les avez un petit peu aidés à se propulser. Qu'est-ce que vous leur avez appris au-delà des techniques? Là où je les ai inspirés, comme Louis Rousseau, la passion de la montagne et l'intérêt pour aller vers les hauts sommets. Il y a encore Gabriel Philippi, c'est quelqu'un qui a gravi l'Everest et qui a organisé beaucoup d'expéditions à l'Everest en accompagnant les gens. Et moi, j'ai senti tout de suite en lui la fibre de quelqu'un qui pourrait faire de l'alpinisme. Alors je lui ai dit, pourquoi tu viendrais pas à Nanga Parbat avec nous? Moi, je faisais un trek, mais lui, il a grimpé un peu et il a pris la passion de la montagne. Mais des fois, on change le cours de vie des gens par des choses très spontanées. Une fois, on était à Cracovie avec Anne et on était dans un restaurant qui s'appelle Sous les Anges et la serveuse, qui s'appelle Sabina, parlait français parce qu'elle étudiait le français. Et à côté d'elle, il y avait un sac à dos qui est fabriqué par ce Polonais Wielicki. Et moi, je lui ai posé une question anodine. Je lui ai demandé, est-ce que vous faites la montagne? Est-ce que vous aimez la montagne?
Alors elle me dit, je m'intéresse beaucoup, mais je pratique pas la montagne. Alors moi, sur le go, je lui dis, est-ce que vous serez intéressé de faire le trek jusqu'au camp de base du K2 en hiver? Et sur le champ, elle me dit oui. Et 1 an plus tard, elle était là, elle a fait le trek et ça a changé sa vie. Donc c'est ça, je dis, des fois pour des toutes petites choses, on change le cours de vie. Si je communique à mes hommes l'amour de la marche sur la mer, et que chacun d'eux soit ainsi en pente à cause d'un poids dans le cœur, alors tu les verras bientôt se diversifier selon leurs 1000 qualités particulières. Celui-là tissera des toiles, l'autre dans la forêt par l'éclair de sa hache couchera l'arbre, l'autre encore forgera des clous, et il en sera quelque part qui observeront les étoiles afin d'apprendre à gouverner. Et tous, cependant, ne seront qu'un. Créer le navire, ce n'est point tisser l'étoile, forger les clous, lire les astres, mais bien donner le goût de la mer qui est un, et à la lumière duquel il n'est plus rien qui soit contradictoire, mais communauté dans l'amour. Citadelle, Antoine de Saint-Exupéry. Une autre personne qui était comme ça, c'était une Québécoise, Caroline Gosselin, elle est venue quand on organisait l'expédition 87. Elle avait 17 ans, c'était le printemps, et elle dit, moi j'ai entendu parler par les médias de cette expédition, j'aimerais y aller. Alors les autres membres de l'expédition m'ont dit, mais tu es fou, parce que moi je suis le chef adjoint de l'expédition. Intuitivement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans Caroline qui était au-delà de quelqu'un qu'on doit arrêter ses rêves ou arrêter ses désirs. Donc, je lui ai dit oui, mais il faut que tu obtiennes le permis de tes parents. Donc, elle a emprunté de l'argent à ses parents et elle est venue. Pendant l'expédition, il y avait 3 médecins, un Britannique, un Polonais et un Québécois. Au bout de 2 mois, tous les 3, pour des différentes raisons familiales ou autres, sont partis. Et elle assistait 2 parmi ces médecins pour gérer les médicaments. Donc après le départ, elle s'occupait vraiment de la trousse médicale qui était très élaborée. Et elle est restée jusqu'à la fin. Après ça, elle a fait les études de sciences infirmières, une maîtrise et un doctorat. Donc, de nouveau, ça a changé sa vie. Et pour terminer, si vous aviez un conseil à donner des plus jeunes qui ont envie de croire en leurs rêves, ce serait quoi? Il faut surtout se guider par l'intuition, par cette première pensée qu'on a. Même si on pense que les choses sont impossibles, il faut suivre son intuition. Il ne faut pas que ça soit une recette qui a déjà servi comme on sert plusieurs plats. Il faut que ça soit très lié à la personnalité, mais à la fois il faut que ça rejoigne l'intuition, l'âme et là où le cœur nous porte. Merci beaucoup Jacques Vaillant, merci pour ce beau partage, ça nous a fait très plaisir que vous nous ayez reçus chez nous et d'apprendre autant de choses sur vous. Mais moi ça me fait plaisir, oui. Et voilà, un en-tête-à-tête en compagnie de Jacques Olek, ça passe toujours trop vite. Jacques illustre parfaitement le fait que les montagnes ne sont pas seulement des terrains de jeu, mais qu'elles sont aussi frontières terrestres, terrains de lutte et de survie. Ce premier contact avec la montagne ne l'a pas empêché, des années plus tard, d'apprendre à l'aimer d'une autre manière. On espère que cet épisode vous aura tout autant marqué que nous. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify si c'est le cas, de commenter ce qui vous a touché, et de vous abonner si c'est pas encore fait. Cet épisode marque aussi la fin de cette première saison en votre compagnie, avant que Mehdi et moi nous prenions le départ pour notre plus grand projet, la traversée des montagnes des Amériques, que l'on documente sur Instagram et YouTube, @voinomade. Vous savez où nous retrouver. Un grand merci d'être là jusqu'au bout. Vous nous donnez une immense force pour continuer à partager l'autre versant de la montagne. On se retrouve bientôt pour une saison 2 d'En Tête à Tête.